Salam alaikum. Donc aujourd'hui, je vais commencer notre sixième séance et on va voir les points isolés. D'abord, on va commencer par voir les points isolés et les points d'accumulation. Donc je commence par une définition. Bon, je pense que ces notions-là, vous les avez vues en S1 pour les suites à valeur réelle. Donc je prends un ensemble A inclus dans Rn, petit a, un élément de grand A. On dit que A est un point isolé c'est-à-dire mazul, l'arabia, isolé de A, si il existe R, tel que la boule de centre A et de rayon R inter A égale A. C'est-à-dire, dans toute la boule, si je l'intersecte avec A, il n'y a que l'élément A qui est dans l'intersection. Bon, on va éclaircir ça par des exemples. On dit que A est un point d'accumulation de A, si au contraire, pour tout voisinage, le cardinal de V inter A, il n'y a pas que un élément ou bien un nombre fini, c'est au contraire, il y a une infinité d'éléments, c'est-à-dire tout voisinage rencontre A en une infinité d'éléments. Donc un point d'accumulation de A est un point adhérent qui n'est pas isolé. Un point, puisque on a déjà vu qu'un point, un point adhérent, hein, on dit qu'un point est adhérent si et seulement si, quel que soit R, la boule de centre A et d'Orion R inter A est différente du vide. Est différente du vide. On peut montrer par ce moyen-là qu'il y a une infinité d'éléments. Bon, peu importe. Donc, un point d'accumulation est un point adhérent, mais qui n'est pas isolé. Donc, par exemple, si je prends A, donc je prends la R avec la valeur absolue, et je prends l'ensemble, le semi-ouvert 0,1, union 3. Vous voyez que 3, il est isolé. Il y a aucun, il y a 0,1 et ensuite 3. Donc 3 est un point isolé. Pourquoi? Pour les vérifier. Je prends la boule de centre 3 et de rayon 1. C'est la boule 3 moins 1. C'est l'intervalle 3 moins 1 et 3 plus 1, c'est-à-dire un intervalle de 4. Si je l'intersecte avec 1, il me donne uniquement 3. Donc l'élément 3 est un point isolé. Un autre exemple, si je prends la suite 1 sur n, tous les éléments de A sont des points isolés. Tous les éléments de A sont des points isolés. Par contre, 0 qui n'appartient pas à A est un point d'accumulation. Pourquoi? Parce que si je prends un intervalle centré en 0, un moins R plus R, si je l'intersecte avec A, eh bien j'ai une infinité d'éléments puisque la suite 1 sur n est décroissante. Donc x ou epsilon, il y a, à partir d'un certain grand n, tous les éléments vont être strictement inférieurs à epsilon, ce qui montre que 0 est un point d'accumulation. Donc un point d'accumulation peut ne pas être dans l'ensemble. Pour A, si je prends A égale 0 à l'infini, tous les éléments de l'ensemble sont des points d'accumulation, y compris le 0 qui n'est pas dans A, c'est aussi un point d'accumulation. Donc l'ensemble des points d'accumulation, c'est l'ensemble 0 plus l'infini. Bon, maintenant on va passer à un autre concept qui est très intéressant, qui sert beaucoup pour beaucoup de choses. Donc c'est ce qu'on appelle les suites dans RL. Bien sûr, une suite dans RL, c'est une application de grand N, l'ensemble grand N des entiers naturels dans Rn. En menu Rn d'une norme, les notions de limite. Donc là, on va parler de notions de limite, de Cauchy, de valeur d'adhérence. C'est des choses que vous avez vues sur R. Donc on va l'étendre, ces notions-là, on va les étendre à Rn. Limite de suite. On va commencer par la limite. Soit xp une suite de Rn, et soit A un élément de Rn. On dit que la suite xp converge vers A, ou bien tend vers A, si et seulement si la limite de la norme du xp moins x est égale à 0. Bon, sur R, vous avez vu que si la limite de la valeur absolue de xp moins a est égale à 0, ou bien xn moins a, ou bien xl moins a, ça dépend de la notation, est égal à 0. Autrement dit, quel que soit epsilon, il y a un rang, un grand N, à partir duquel, c'est-à-dire quel que soit P supérieur ou égal à N, au lieu de la valeur absolue sur R, on va parler bien sûr puisque la valeur absolue n'est pas définie sur R, donc on parle de norme. La norme du xp moins A est strictement inférieure à epsilon. On dit aussi que A est la limite, donc xp, on dit que xp converge vers A, et que A est la limite de cette suite. On a aussi xp converge vers A si seulement si, quel que soit R, il existe n tel que xp, les xp à partir de n, les xp sont dans la boule de centre A et de rayon R. Pourquoi? À partir de là, puisque si la norme du xp moins A strictement par epsilon, c'est que la boule de centre A
et de rayon epsilon, que j'ai choisi là, il contient tous les XP. Donc voilà, c'est pareil, cette définition, ce résultat-là n'est autre que celui-là, en remplaçant epsilon par R et la norme par la boule. Équivalent aussi à quel que soit le voisinage, il existe grand N, tel que soit P, XP appartient à W. Pourquoi? Parce que à partir de tout voisinage, si j'ai un voisinage, eh bien, il y a un R tel que la boule de centre A et d'Orion R est incluse dans ce voisinage. Bon. Une proposition, si une suite XP admet une limite, alors cette limite est unique. C'est un résultat que vous avez vu sur R. Eh bien, c'est la même démonstration qu'on va utiliser. Ensuite, cette suite, elle est bornée. Elle est bornée dans quel sens? C'est-à-dire, il y a un grand M tel que, quel que soit P appartient à un grand N, la norme de XP est inférieure ou égale au grand M choisi au départ. Attention, il y a un M pour tous les P. Il y a un M pour tous les P. C'est-à-dire, il faut choisir d'abord le M. Ensuite, il faut le vérifier pour tous les P. Pour la démonstration, on va commencer par le fait que la limite est unique. On va faire la même démonstration donc, que celle que vous avez vue sur R. Supposons que j'ai une suite et qu'elle converge vers deux points A et B. Donc, d'après la séparation de Rn, c'est un résultat qu'on a déjà vu. C'est-à-dire, si je prends deux points distincts, il y a un voisinage ou bien une boule contenant A, une boule contenant B, et l'intersection des deux boules est égale à 8. Donc, il existe un delta, il y a un epsilon, tel que la première boule de centre A est de rayon delta, la deuxième boule de centre B est de rayon epsilon, soit d'intersection vide. Comme la suite XP converge vers A, donc il y a un N1 tel que XP moins A est inférieur strictement à delta, quel que soit P inférieur à N1. Et puisque XP converge vers B, donc il y a aussi un N2 tel que XP moins B est inférieur à epsilon, quel que soit P supérieur ou égal à N2. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais prendre un N qui est supérieur ou égal à N1 et N2, ou bien tout simplement prendre N égale le max des deux. Si je prends N qui est max des deux, eh bien Xn, elle est à la fois dans la boule de centre A et de rayon delta, et dans la boule de centre B et de rayon epsilon, à partir de, puisque c'est vrai que ce soit B, que ce soit P supérieur à N1 et que ce soit P supérieur à N2. Or, la boule de centre A et de rayon delta, intersectée avec la boule de centre B et de rayon epsilon, est égale de vide. Donc j'ai des éléments, en fait ce résultat il est vrai, quel que soit P supérieur ou égal à N, bon je l'utilise uniquement, ça me suffit, pour X grand N. C'est un élément qui appartient à l'intersection, qui est vide, c'est impossible, ce qui montre qu'on ne peut pas avoir de limite pour une suite. Si une suite est convergente, il ne converge que vers un seul élément. Maintenant, on va montrer que XB est borné, donc que la suite XP est bornée. Bon, je prends pour epsilon égale à 1, j'utilise la définition pour epsilon égale à 1, et bien pour epsilon égale à 1, il y a un P0 tel que XP moins L est inférieur strictement à 1, quel que soit P supérieur ou égal à P0. Ensuite, je prends la norme de XP en utilisant l'inégalité triangulaire, en ajoutant L et en le retranchant. Donc la norme de XP est inférieure ou égale à la norme de XP moins L plus la norme de L. Celle-là est inférieure à 1 et celle-là, c'est une constante, donc c'est la norme de L. Donc ceci est vrai quel que soit P supérieur ou égal à P0. C'est-à-dire que j'ai pu majorer la norme de XP pour tout P supérieur ou égal à P0 par la constante 1 plus norme de L. Qu'est-ce qu'il me reste alors? Il me reste les premiers éléments, c'est-à-dire x1, x2, xp0 moins 1. Donc je passe là et je prends m max, norme x1, norme x2, norme xp0 moins 1, ce p0 là, et j'ajoute ce réel. Donc je prends m égale max de tout le monde. Bon, donc qu'est-ce que je vais avoir alors? Alors pour les x1 jusqu'à xp0 moins 1, ils sont déjà inférieurs ou égaux à m, puisque m c'est leur max. Et pour les p qui sont supérieurs à p0, la norme de xp est inférieure à 1 plus l, qui se trouve parmi les éléments où j'ai pris le max. Donc xp est inférieur ou égal à m, quel que soit p appartient à n, ce qui montre que toute suite convergente, il converge vers un seul élément, et en même temps, elle est bornée. Bon, pour la notation, on utilise, pour dire que xp converge vers A, je peux utiliser cette notation que vous avez vue aussi sur R, la limite de xp égale A lorsque p tend vers l'infini, ou bien tout simplement xp avec une flèche et A, p tend vers l'infini, ou tout simplement xp tend vers A. Bon, un autre résultat, bon, donc
là, on a vu la définition pour une norme quelconque. Eh bien, si on a deux normes équivalentes, et si XP converge vers une norme, il converge aussi vers A avec la deuxième norme. C'est-à-dire, si deux normes sont équivalentes, tout de suite convergentes pour l'une, convergent vers l'autre, et la limite, elle est la même pour les deux. Ça aussi, il faut le noter. On a la même limite, c'est-à-dire je ne peux pas avoir la suite converge vers une valeur ou un élément de Rn pour une norme, et une autre valeur, ou bien un autre élément pour la deuxième norme. La démonstration n'est pas difficile, il suffit d'utiliser le fait que les deux normes sont équivalentes. Donc, j'utilise là la définition de deux normes équivalentes, puisque ceci est vrai quel que soit x. Donc, en particulier pour xp-a, donc on va avoir alpha, norme, deuxième norme xp-a, inférieur à xp-a, inférieur à bêta xp-a. Donc, si xp converge vers a pour la deuxième norme, c'est que cette quantité tend vers 0. Comme elle est supérieure à celle-là, donc celle-là va converger vers 0. Et si la xp converge vers a pour la première norme, eh bien, comme celle-là est supérieure à celle-là aussi, elle va converger vers 0, d'où le résultat. Donc, d'après la proposition 1, 4, 4, comme on vient de voir, c'est celle qu'on vient de voir, les suites convergentes sont les mêmes pour la norme 1, pour la norme 2, pour la norme infinie. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu que ces normes sont équivalentes. Un exemple, je prends une suite définie par sur R2. Bon, c'est un exemple simple. Bien sûr, je donne toujours des exemples simples pour mieux comprendre. Je prends 1 plus 1 sur P, moins 1 plus exponentielle moins P, quel que soit P appartenant à n étoile. N étoile parce que j'ai là le 1 sur P. Donc, je regarde la norme de XP moins l'élément 1 moins 1. L'élément 1 moins 1. Donc, XP, et j'utilise la norme 1. La norme 1, c'est-à-dire la somme des valeurs absolues des différences. Donc la norme de XP moins 1 moins 1, c'est 1 plus 1 sur P moins 1, et plus en valeur absolue, plus la valeur absolue de moins 1 plus exponentielle moins P moins 1. Bon, tout calcul fait, ça me donne, donc là, 1 moins 1, c'est 1 sur P, et la moins 1 moins 1, ça me donne exponentielle moins P, donc c'est 1 sur P plus exponentielle moins 1 sur P, qui est une suite réelle, qui converge vers 0 facilement, c'est des résultats que vous avez vus. Donc, autrement dit, notre suite dans R2, elle converge vers l'élément 1, moins 1. Elle converge vers 1, moins 1. Voilà un résultat qui est très intéressant, qui peut servir pour trouver les limites facilement. Donc, je prends une Rn avec une norme usuelle, n'importe laquelle, la première, ou bien la norme 1, la norme 2, ou bien la norme infinie. Je prends une suite XP. Donc, XP, il va s'écrire X1P, X2P, XNP, puisque c'est un élément de Rn. Et je prends A qui est égal à A1, A2, AN. Alors, la suite XP converge vers A dans Rn pour cette norme, si seulement si chaque composante converge vers la composante correspondante, c'est-à-dire X1P converge vers 1, A1, X2P converge vers A2, et la dernière composante converge vers, la suite formée par la dernière composante converge vers AN. Donc la démonstration n'est pas difficile. Bon, donc je vais supposer que j'ai la convergence de XP vers A. Autrement dit, j'ai la limite de la norme infinie est égale à 0. Donc, par définition, il existe un tel que la norme de xp moins a, c'est-à-dire le maximum de xip moins ai, est inférieur à epsilon quel que soit p. Donc, puisque le max est inférieur à epsilon, donc pour chaque composant, donc quel que soit i, xip moins ai dans R est inférieur au max qui est inférieur à epsilon. Autrement dit, xip en p, c'est une suite en p. Le i, c'est la composante. C'est l'indice de la composante. Donc, XIP converge vers AI. Par conséquent, on a le résultat. Donc, toutes les suites XIP convergent vers AI. XIP converge vers AI, la I correspondante sur R. Réciproquement, supposons que chaque composante, c'est-à-dire X1P converge vers A1, X2P converge vers A2 et XNP converge vers AN. Donc, pour chaque I, je choisis un epsilon. Alors, pour chaque i, il y a un grand NI à partir duquel xip moins ai est inférieur à epsilon. Ceci, je vais le faire pour i égale 1, i égale 2 et i égale à n. Et qu'est-ce que je fais alors? Je prends n le max de ni. Donc, je vais avoir ce résultat-là à partir de grand N qui est supérieur à ni. Autrement dit, quel que soit i,
xip moins AI est inférieur à epsilon. C'est-à-dire que le max lui-même est inférieur à epsilon, c'est-à-dire que la norme du xp moins a est inférieure à epsilon. Donc, voilà un résultat donc qui peut vous servir pour vérifier que, pour voir la limite d'une suite. Et merci.